Elon Musk a commencé à parler de la voiture autonome et nous promettre le niveau 5 en 2014. Ça fait 10 ans. Et en 10 ans, on a bien vu que c'est très, très compliqué. Donc Elon Musk, ça ne serait pas sur la première chose où il raconte n'importe quoi. Waymo, c'est du coup les taxis autonomes, entre guillemets, qui se baladent dans San Francisco principalement. Qu'est-ce qui leur manque à ces véhicules pour être de niveau 4, du coup, quand on voit qu'il n'y a pas de personne sur le siège du chauffeur, que globalement elle se déplace sans intervention humaine? Comme je te disais, ça va être presque autonome tout le temps. Ça veut dire que ça va avancer, machin, tout ça. Donc j'ai pas besoin de volant. Personne dans la voiture va avoir faire que ce soit. De temps en temps, il va y avoir besoin d'une intervention humaine. Ça veut pas dire une intervention dans la voiture. Il y a un autre sujet dont je voulais qu'on parle, Luc, c'est celui des voitures autonomes. Donc aujourd'hui, tu es directeur scientifique chez Renault. Pour expliquer brièvement tes positions, tu dis qu'il y a 5 niveaux d'autonomie, et que le 5e, contrairement à ce que dit par exemple Elon Musk, il n'est pas atteignable. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je peux te laisser définir ce que sont ces 5 niveaux d'autonomie dans les voitures. Bon, les premiers niveaux, ils ne sont pas tellement intéressants parce que c'est les niveaux d'aujourd'hui, globalement. C'est-à-dire que c'est plus de l'aide à la conduite qu'autre chose. Donc, les voitures vont pouvoir freiner, vont pouvoir faire des choses, avoir un tout petit peu de conscience de leur environnement et donc de pouvoir pallier à la défaillance d'un humain. Donc ça, c'est les premiers états. Aujourd'hui, en gros, pour les voitures, toutes les voitures à peu près normales, assez bien équipées, on est au niveau 2. D'accord, hein, donc de l'autonomie. Bon, encore une fois, il faut mettre des guillemets à autonomie. À partir du niveau 3, là, ça commence à être un peu plus intéressant parce que dans des choses comme rouler en ville, sur les autoroutes ou rouler sur n'importe quel type de route, là, il peut y avoir aussi des comportements qui vont être plus automatiques. D'accord. Alors on va prendre dans l'autre sens. Niveau 5, ça serait le niveau qui permet à une voiture de s'adapter à tous les cas, dans n'importe quelle situation, et de pouvoir aller d'un point A à un point B d'une manière complètement safe, je ne sais pas comment on dit en français, donc sans avoir d'accident, quels que soient les cas. Bah ça, c'est là où il y a le mensonge, parce que c'est juste pas possible, mais je vais y revenir. Et le niveau 4, c'est presque ça. Sauf que de temps en temps, il y a une intervention humaine. C'est-à-dire que quand il y a un problème, l'humain doit intervenir. Donc c'est presque autonome, le niveau 4, sauf quand ça ne l'est pas. D'accord ? Donc c'est... Le pourcentage de cas, de temps où ça va être autonome, ça va être tout petit. Hein. C'est-à-dire que les cas où il va y avoir besoin d'une intervention humaine vont être relativement faibles, mais ils vont exister. Et donc, c'est la différence entre 4 et 5. 4, c'est que ces cas-là vont exister, et 5, ces cas-là n'existent pas. Ces cas-là sont gérés par la machine. Et c'est là où c'est un mensonge, parce qu'il y a toujours un cas quelque part qui n'a jamais été prévu, qui n'a jamais été vu. Parce que c'est un des problèmes de ces IA en général, qui sont ces IA statistiques, c'est que, comme on disait tout à l'heure, reposent sur des modèles de choses qui existent déjà. Par définition, les données qu'on donne à manger aux IA pour créer leurs modèles, ces données historiques. C'est des choses qui se sont passées. D'accord ? Et c'est des choses du passé. Eh ben, des fois, il y a des choses qui ne se sont jamais passées et qui arrivent. Et comment on fait ? Comme on ne les retrouve pas dans les modèles, l'IA, elle ne sait pas quoi faire. Nous, quand ça arrive, on a une capacité extraordinaire que n'ont pas ces IA, c'est que nous, on a une capacité d'invention, une capacité de s'adapter. Et ça, parce que quand on n'a jamais vu quelque chose, on fait quelque chose quand même. Alors, on ne fait pas toujours la bonne chose, hein, on peut se planter, ça arrive, mais bon, la plupart du temps, on arrive par des réflexes, par des choses, qu'on n'explique pas trop d'ailleurs, on arrive à faire en sorte qu'on s'adapte et on invente une situation, on invente une solution à une situation qu'on n'a jamais vue. Ça, c'est ce que ne savent pas faire les IA. Elles ne peuvent pas inventer. On peut faire du random en IA. C'est-à-dire que je peux faire au hasard. Mais ce n'est pas une bonne chose de faire des choses au hasard quand on parle de voiture, par exemple. Ouais. Donc voilà. Donc c'est juste un petit mensonge, qui est un gros mensonge d'ailleurs, si on réfléchit bien. Mais ceci dit, je veux dire, c'est pas mal d'arriver au niveau 4 déjà. Hein. Ça sera extraordinaire. On a 1 million de morts sur les routes tous les ans dans le monde. Si on arrive à enlever 90% de ces accidents en étant au niveau 4, ça sera quand même 900 000 morts épargnés tous les ans. Donc c'est quand même extraordinaire. Donc ça sera vraiment super déjà d'avoir ces voitures au niveau 4. Mais ça va venir aussi à un coût. Il y a une autre chose, un autre facteur qu'on ignore souvent, où on dit oui, on peut faire ça, on peut faire ça. Oui, on peut faire plein de trucs en technique. Mais il y a, est-ce que c'est abordable de le faire ? Et là, aujourd'hui, les voitures, si on avait à construire des voitures autonomes avec plein de sensors, plein de capteurs partout, des caméras, des machins et tout ça, ça coûterait hyper cher
peut-être traiter 0,1% des cas. Donc, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut avoir tout le monde qui a des voitures qui sont abordables, ou est-ce qu'on veut avoir seulement un petit pourcentage qui auront des voitures inabordables ? Bon, je ne sais pas, c'est un choix aussi à faire. Donc, est-ce qu'il vaut mieux, finalement, avoir de temps en temps la voiture qui va demander l'assistance de l'humain, ou avoir des voitures qui seront presque tout le temps automatiques, mais qui vont coûter très 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 cher. Je ne sais pas, donc il faut réfléchir aussi à ça un tout petit peu. Et il y a des fois, nous ingénieurs, ce qu'on fait, c'est qu'on aime bien faire la technologie pour la technologie. Mais il faut penser à d'autres choses, il faut penser au fait qu'il y a des vrais gens quelque part qui ne sont pas capables de se la payer, cette technologie. Bien sûr. Pour toi, aujourd'hui, on n'a pas encore atteint le niveau 4 d'autonomie. Ah ben non, on est très très loin du niveau 4 encore aujourd'hui. Aujourd'hui, on est à peine au niveau 3. Il y a quelques Allemands qui ont déclaré en 2023 qu'ils étaient au niveau 3. Mais c'était un petit mensonge aussi, parce que le niveau 3 tel qu'il l'avait défini, c'était sur une autoroute allemande à 60 km/h. Donc je ne sais pas si tu as été récemment sur une autoroute allemande, mais à 60 km/h, ça s'appelle un bouchon. Donc c'est pas la vraie vie non plus. Donc il faut faire attention aussi, la définition c'est super compliqué, on la tord dans tous les sens un peu comme on veut. Donc la vérité c'est qu'aujourd'hui on est à peine au niveau 3, on est peut-être au niveau 2,8, peut-être que des Waymo et autres chinois, certains dans des robotaxis sont au niveau 3 un peu plus, mais c'est dans des contextes particuliers, etc., etc. Il y a du niveau 5 aujourd'hui, mais dans des contextes tellement contraints que ça n'a aucun sens d'appeler ça niveau 5. Ouais. Oui, parce que là, tu parles de Waymo. Récemment, il y a eu pas mal de news également par rapport à ça. Waymo, c'est du coup les taxis autonomes, entre guillemets, qui se baladent dans San Francisco principalement. Qu'est-ce qui leur manque à ces véhicules pour être de niveau 4 du coup ? Quand on voit qu'il n'y a pas de personne sur le siège du chauffeur, que globalement elles se déplacent sans intervention humaine. Ouais. Alors, elles sont dans des environnements contraints parce qu'ils sont très connus. D'accord ? Aujourd'hui, c'est seulement dans 2 endroits, à Phoenix et à San Francisco. D'accord ? Donc, c'est dans des endroits qui sont complètement mappés, qui sont complètement connus. Enfin, je veux dire, il n'y a aucune surprise point de vue des routes. D'accord ? Il peut y avoir des travaux, donc là, il peut y avoir des surprises locales. Donc là, ils sont capables de s'adapter en fonction des sensors, de faire le tour d'un obstacle et des choses comme ça. Mais il n'y a pas trop de surprises, il n'y a aucune surprise même du point de vue de la topographie, on va dire, où elles évoluent. Mais malgré ça, on a vu, alors c'était pas tellement Waymo, mais c'était Cruise, qui était un autre opérateur qui était à San Francisco. Je dis qui était parce qu'ils ont abandonné, ils viennent d'abandonner là en 2023, fin 2023, parce que il y a eu quand même beaucoup de plaintes et de complaintes des gens de San Francisco, parce que ça crée des embouteillages, parce que ça laissait pas passer les véhicules de secours, parce que ça a fait des grosses bêtises, dont la dernière qui a été le dernier clou dans le couffin, je sais pas comment on dit, de Cruise, c'est que ça a traîné une personne sur 150 mètres sans avoir vu la personne. Ah oui. Donc c'était quand même un peu embêtant. Et donc c'est pour ça que Cruise a abandonné complètement. Et c'est quelques milliards globalement qui ont été perdus et qui se sont volatilisés de la part de General Motors. Donc qu'est-ce qui manque ? Il manque la généralisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans ces contextes particuliers, on arrive à faire des trucs. À Phoenix, c'est impressionnant. Quand tu prends un robotaxi de Waymo à Phoenix ou à San Francisco, c'est impressionnant. Parce qu'effectivement, ça va relativement vite, ça a l'air de conduire relativement bien. Mais encore une fois, dans un contexte, dans une topographie très, très, très connue. D'accord ? Si tu lui demandes maintenant, et d'ailleurs à Phoenix, tu ne peux pas demander, dans certains quartiers, tu ne peux pas lui demander d'y aller. Parce qu'il n'a pas été encore entraîné sur ce quartier-là. Et la généralisation, s'il a entraîné dans tous les quartiers, encore une fois, dans tous les cas, c'est toujours la généralisation qui est compliquée, parce que la généralisation amène des cas particuliers. Et à partir du moment où on a des cas particuliers, c'est là où on est embêté, parce qu'on ne les a pas traités. De toute façon, est-ce qu'elle est vraiment atteignable, cette généralisation ? Mais non, justement, c'est pour ça que je dis que c'est un mensonge. Parce qu'à partir du moment où tu généralises, ça veut dire que tu vas avoir des cas particuliers que tu n'as jamais vus. Et si tu ne les as jamais vus, on ne peut pas les traiter. Et nous, humains, encore une fois, on va les traiter, mais plus ou moins bien. Mais on va les traiter parce qu'on est capable de s'adapter à des choses qu'on n'a strictement jamais vues. Et des fois, on est capable de traiter ces cas, pas tellement pas grâce à ce qu'on a appris. Et donc ça, c'est un autre cas. Bon, c'est un peu de la philosophie peut-être de bas étage, là, mais de temps en temps, on va traiter des cas
avec ce que moi j'appelle l'inné. Enfin, je ne suis pas tout seul à appeler l'inné d'ailleurs. C'est des choses qui culturellement font que c'est comme ça qu'on va réagir et je ne sais pas d'où ça vient. Et on ne peut pas expliquer d'où ça vient. D'accord ? Et à partir du moment où je ne peux pas expliquer d'où ça vient, je ne peux pas l'apprendre. D'accord ? Donc c'est la différence. Pendant le siècle des Lumières, les philosophes ont décidé que finalement, il y avait l'inné et il y avait l'acquis. Alors l'acquis, c'est super, on peut l'apprendre, ça c'est clair. Et c'est pour ça que l'apprentissage des machines, le machine learning, là je crois tout à fait qu'on peut apprendre l'acquis et qu'on va pouvoir apprendre plein de trucs et ça va être super. Mais il y a l'autre partie qui est l'inné et ça, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout comment on apprend l'inné. Et ça, je pense que c'est un problème qu'on a tendance à mettre un peu sous le tapis quand on est ingénieur et quand on croit qu'on peut tout faire à la machine. Et je pense qu'il faut remettre un peu de temps en temps un peu de philosophie et puis un peu de mystère dans le truc parce que finalement, on n'en sait rien, quoi. Avec ton regard d'ingénieur, moi j'ai une question par rapport à ça, au fait de pouvoir potentiellement atteindre un niveau 4 ou un niveau 3. Est-ce que ça ferait sens de modifier la forme de la voiture telle qu'on l'a aujourd'hui ? Je sais que Elon Musk, par exemple, parle de vouloir potentiellement supprimer le volant sur ces Tesla. Est-ce que ça ferait sens ? Est-ce qu'il y a un réel intérêt à faire des modifications sur la forme du véhicule ? Sur la forme elle-même, il faut rentrer des gens dedans. Donc avoir des sièges dedans, c'est bien. Avoir le volant, ça ne sert plus à rien. Même au niveau 4, franchement, ça ne sert plus à rien, un volant. Parce que qu'est-ce que c'est ? Comme je disais tout à l'heure, ça va être presque autonome tout le temps. Donc presque autonome tout le temps, c'est bien. Ça veut dire que ça va avancer, machin, tout ça. Donc j'ai pas besoin de volant. D'accord ? Personne dans la voiture va avoir à faire quoi que ce soit. Mais comme j'ai dit, il va y avoir de temps en temps, il va y avoir besoin d'une intervention humaine. Ça ne veut pas dire une intervention dans la voiture. L'intervention humaine, certainement plutôt, ce que ça va être une intervention en remote, quelqu'un qui va avoir le visuel sur ce qui se passe. C'est ce qui se passe d'ailleurs aujourd'hui avec Waymo. Waymo, il y a toujours des gens qui vérifient ce qui se passe avec les caméras en remote. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, la personne prend en remote le contrôle de la voiture et la sort de la situation dans laquelle elle est. Donc, pas besoin d'un volant pour ça. Okay. D'accord ? Donc certainement qu'il n'y aura pas besoin de ça et certainement les trucs ça va être comme des wagons et donc juste des trucs où on va pouvoir asseoir les gens et puis c'est tout. Ok. San Francisco c'est réputé pour être la place centrale de la tech. Par rapport aux véhicules autonomes justement, est-ce que les avis sont partagés ? Est-ce que les gens voient ça d'un avis vraiment partagé ou alors ils ont plus un avis catégorique ? Tout à l'heure tu disais que justement il y avait une société qui avait fermé parce que les gens trouvaient ça insupportable. Comment est-ce que... je pense que les gens s'en aperçoivent petit à petit. C'est-à-dire que il y a des gens qui ont des envies très tranchées, comme Elon Musk qui dit ça va arriver, machin et tout ça. Voilà, on le croit pas. Mais c'est surtout que Elon Musk a commencé à parler de la voiture autonome et nous promettre le niveau 5 en 2014. Ça fait 10 ans maintenant. D'accord ? Et en 10 ans, on a bien vu que c'est très, très compliqué. Donc, il y a des gens comme moi, et je ne suis pas le seul, qui disent depuis aussi à peu près aussi longtemps que ça va être compliqué. Nous, on ne dit pas que c'est impossible. Alors, encore une fois, moi, je dis ce qui est impossible, c'est le 5, mais ce n'est pas grave, parce que ce n'est pas ça qui est important. Par contre, avoir une meilleure autonomie, avoir des voitures qui vont pouvoir transporter des gens qui n'ont pas la capacité de se transporter tout seuls et tout ça, ça va être super. Donc, atteignons le niveau 4 déjà, et ça sera très, 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 très bien. Donc, je pense que les gens se sont aperçus petit à petit que l'autonomie complète, ça va être plus compliqué, que Elon Musk, ça serait pas sur la première chose où il raconte n'importe quoi. D'accord ? On a vu ça avec Twitter, on a vu ça avec d'autres choses. Donc, ok, il peut continuer à parler comme ça, mais les autres, ils s'aperçoivent que petit à petit, c'est compliqué, mais qu'il y a des solutions pour aller vers un endroit qui sera complètement intéressant et qui sera complètement atteignable. Ce podcast est sponsorisé par Crisp. Il y a un défi que la majorité des entreprises rencontrent, c'est le fait d'être submergé par les messages et d'avoir du mal à y répondre rapidement. Et Crisp, c'est la solution à ce problème. En centralisant tous vos canaux de communication au sein d'une même plateforme, en automatisant des réponses avec des chatbots et en créant une base de connaissances pour rendre vos clients autonomes, Crisp vous assure que chaque personne se sente entendue et aidée en un rien de temps. Et si vous souhaitez savoir ce qui rend Crisp vraiment spécial, voici quelques arguments. Des tarifs super attractifs avec une offre gratuite pour ceux qui se lancent, une adaptabilité à tous les secteurs d'activité, et pour couronner le tout, c'est du Made in France. Alors si vous souhaitez transformer votre relation client et offrir une expérience hors norme, cliquez sur le lien dans la description et démarrez votre aventure avec Crisp. Tout à l'heure on parlait de législation avec l'IA. Est-ce que par rapport aux véhicules autonomes, la législation, en tout cas aux États-Unis, elle est favorable au développement de ce véhicule ?
Ça dépend où. En Californie, par exemple, l'État de Californie a décidé que c'était OK de déployer ces choses-là. Donc là, la régulation a été assez laxe. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont dit OK, c'est OK de le faire. Je ne sais pas, j'imagine dans l'État de l'Arizona à Phoenix, donc comme c'est déployé depuis un petit moment, j'imagine que c'est à peu près pareil. Je ne connais pas les régulations locales de tous les États, mais bon, en gros, oui, il y a une volonté de laisser essayer, comme on disait tout à l'heure. Mais même en France, là, il y a quelques temps, on a décidé que c'était OK. Hein. Il y a un groupe spécifiquement sur les voitures autonomes en France, qui travaille sur les voitures autonomes, qui a dit que c'était OK de faire des expérimentations. Donc, je ne pense pas que la régulation là, ou la réglementation empêche de faire quoi que ce soit dans ce cas particulier. OK. Chez Renault, il y a d'autres focus que la voiture autonome sur les sujets d'IA. Je pense que Renault a son héritage. Son héritage, c'est la voiture à vivre. C'est la voiture pour les vrais gens, la voiture pour tout le monde. Donc je pense que la voiture autonome, comme on a dit, ça peut être très très cher. Donc c'est peut-être pas ça le focus. L'essentiel, c'est d'avoir une voiture sûre. D'accord ? Je pense que le focus, c'est avoir une voiture sûre, une voiture que je peux acheter et une voiture qui va être agréable à conduire, qui va être sympa. D'accord ? Donc je pense que c'est le focus. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que évidemment, on va suivre la réglementation, on va suivre ce qu'il faut faire au point de vue sécurité et tout ça, et on va faire ce qu'on peut pour que ce soit le plus agréable possible et puis secure, safe, je ne sais plus comment on dit encore une fois, possible. Mais on va aussi faire en sorte que ce soit des voitures qui soient un peu comme la Twingo, un peu comme les voitures emblématiques qu'il y a eu dans les années depuis que Renault existe, où ce soit des voitures où les gens ont envie de les conduire parce qu'elles sont rigolotes, elles sont sympas, elles sont jolies, elles sont un peu différentes. Et puis il y a des choses à faire aussi à l'intérieur de la voiture, parce que comme les gens vont être de plus en plus, comme les voitures vont être de toute façon de plus en plus autonomes, même si c'est pas complètement autonome, et on va avoir le temps de faire d'autres choses dans la voiture. Donc donner la possibilité d'avoir aussi alors je dirais pas des gadgets, mais d'avoir de la technologie qui va permettre de faire autre chose dans la bagnole, que la voiture soit à l'extension de mon salon, d'accord, pourquoi pas, où je vais pouvoir regarder des films, où je vais pouvoir faire ça, que la voiture soit l'extension de mon bureau, où je vais pouvoir travailler, etc., etc. Donc on peut très bien imaginer ça, et ça va arriver. Et pour ça, il faut mettre un peu de technologie. Alors évidemment, il faut connecter les voitures. Et évidemment, il faut faire en sorte d'avoir des choses intéressantes. Et ce qu'on va sortir là en 2024, dans l'année 2024, sur la Renault 5 qui va sortir à l'automne, et qu'on va voir de plus en plus avant dans des films publicitaires, etc. On va voir qu'il y a des choses qu'on a rajoutées qui sont assez sympas et qui permettent d'avoir une meilleure relation entre la voiture et le conducteur et ses passagers aussi. Justement, même par rapport à ça, on pourrait aussi imaginer un agent conversationnel, j'imagine. Si on n'a plus de volant. C'est exactement ça. Donc, on va montrer là ce qui va sortir. Il y a un petit agent qu'on appelle un avatar. Donc, il y a l'avatar dans la voiture qui est là maintenant pour t'expliquer comment marche la voiture. Parce que aussi, on passe dans une ère où on passe dans la voiture électrique. Et la voiture électrique, on n'a pas l'habitude. On ne sait pas exactement quand ça marche. Quand il fait froid, comme en ce moment, il faut comprendre que la charge va tenir moins que quand il fait chaud ou des choses comme ça. Donc il y aura une relation à la voiture au début aussi, où il y aura un peu d'éducation à faire. Et ce petit avatar, justement, qui est là, qui s'appelle Renault, qui est dans la voiture, il va être là pour t'expliquer des choses de temps en temps, pour te donner des conseils. Il n'est pas pour t'emmerder, mais il est là pour t'aider et puis avoir une relation, pour te connaître un peu et pour s'adapter à tes besoins et t'expliquer comment faire en sorte d'adapter la voiture aussi le mieux possible à ce que tu veux qu'elle soit.